Mon père a posé sa main sur mon ventre de 7 mois de grossesse devant 52 invités et a dit « Fais juste en sorte de ne pas l'élever pour qu'elle devienne une autre déception coûteuse comme toi. » Toute la salle est devenue silencieuse. Le verre de champagne dans ma main tremblait. J'ai regardé ma mère baisser la tête comme elle le faisait toujours. J'ai regardé mon mari, Marc, adaptation de Marcus, agripper la coudoir de sa chaise. Et j'ai regardé ma belle-mère, Éléonore, adaptation d'Eleanor, 63 ans, avocate en droit de la famille depuis 35 ans, se lever lentement de son siège et frapper une cuillère en argent contre son verre à vin. « Bonne nouvelle, a-t-elle dit, sa voix aussi calme que si elle lisait les termes d'un contrat. Cet enfant n'aura jamais besoin de toi. Je suis Hélène, adaptation d'Hannah. J'ai 32 ans et voici l'histoire du jour où j'ai cessé d'essayer de prouver ma valeur à un homme qui n'a jamais voulu la voir. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me faire savoir d'où vous regardez. Pour comprendre ce qui s'est passé à cette baby shower, vous devez comprendre les 15 années qui l'ont précédée. Mon père, Gérard Lefebvre, adaptation de Gerald Whitmore, a construit Lefebvre Immobilier, adaptation de Whitmore Properties, à partir de rien, ou du moins, c'est ce qu'il rappelait à tout le monde à chaque dîner, à chaque rassemblement de vacances, à chaque occasion qu'il avait. 3 développements commerciaux à Paris, adaptation d'Atlanta, une valeur nette qu'il ne divulguait jamais, mais qu'il impliquait constamment. Le genre d'homme qui mesurait le succès en mètres carrés et en affaires conclu. J'avais 17 ans lorsque j'ai été acceptée à l'Université Paris-Dauphine, adaptation d'Emory University, avec une bourse partielle, majeure en finance. Je me souviens du moment exact où je lui ai dit, debout dans son bureau à la maison, entouré de photos encadrées de cérémonies de coupure de ruban. Finance? Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. Alors, tu peux travailler pour quelqu'un d'autre? Je ne paierai pas 80 000 €, adaptation de 80 000 pour que tu deviennes une employée. J'y suis allée quand même. J'ai contracté 45 000 € de prêts étudiants. Je les ai remboursés en 8 ans, travaillant 60 heures par semaine pendant que mes amis prenaient des vacances et achetaient des maisons. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Chaque dîner de famille suivait le même scénario. Quelque part entre la salade et le plat principal, il demandait « Alors, quel est ton salaire maintenant ?» Et avant que je puisse répondre, il le comparait à ses revenus trimestriels. « C'est que je gagne en 1 semaine, ma chérie. Peut-être 2. » Ma mère changeait de sujet. Mon frère avait soudainement besoin de prendre un appel. Et je souriais et hochais la tête et me disais que la prochaine fois, j'aurais quelque chose d'assez impressionnant pour le rendre fier. J'ai appris à compter mes succès dans des chiffres qu'il ne demandait jamais. Les clients qui me faisaient confiance, les projets que je livrais à temps, les nuits où je dormais profondément sachant que j'avais gagné mon argent honnêtement. Mais seuls ces chiffres semblaient avoir de l'importance. Le deuxième signe aurait dû être mon mariage. Il y a 3 ans, Marc et moi étions devant 200 invités sous la tente du Jardin du Luxembourg. Adaptation du Piedmont Garden Tent. Rose blanche, quatuor à cordes. Le genre de mariage dont j'avais rêvé depuis que j'étais petite fille. Lorsque mon père s'est levé pour porter son toast, j'ai eu de l'espoir. Peut-être que c'était le moment. Peut-être que me voir dans cette robe, voir à quel point j'étais heureuse, finirait par lui faire me voir différemment. Il s'est éclairci la gorge, a levé son verre et a regardé directement Marc. « Marc, vous êtes un homme courageux. Ma fille ne sait pas cuisiner, ne sait pas gérer l'argent et vous devrez probablement la soutenir pour le reste de votre vie. » Il s'est interrompu pour le rire qui a ondulé inconfortablement dans la foule. « Mais bon, au moins elle est jolie. » Tout le monde a ri nerveusement. J'ai ri aussi, comme je le faisais toujours, comme je m'étais entraînée à le faire. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est le visage de ma belle-mère. Éléonore Sarti, adaptation d'Eleanor Mitchell, n'avait rencontré mon père que 2 fois avant ce jour. Elle était assise à 3 tables de distance, son verre à vin figé à mi-chemin de ses lèvres, le regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire à l'époque. Plus tard, beaucoup plus tard, elle m'a dit ce qu'elle pensait à ce moment-là. « En 35 ans de droit de la famille, a-t-elle dit, j'ai vu des centaines de relations détruites par des gens qui déguisent la cruauté en humour. Au moment où votre père a porté ce toast, j'ai commencé à faire attention. Je ne le savais pas alors, mais Éléonore avait commencé à prendre des notes, des dates, des citations, des schémas. Elle construisait un dossier, et je riais encore de ma propre humiliation,
me disant que c'était juste sa façon de montrer son amour. Avançons rapidement à septembre 2024. Enceinte de 7 mois, premier bébé, une fille. Éléonore a insisté pour planifier la baby shower elle-même. Elle a réservé la salle Magnolia, un espace de restauration privée dans l'un des restaurants les plus élégants de Paris, et s'est occupée de chaque détail. La liste des invités a augmenté à 52 personnes. La famille des deux côtés, des amis proches, des collègues de Sterling et associés, adaptation de Sterling & Moore, où je travaillais comme analyste financière senior. « Laisse-moi faire ça pour toi », avait-elle dit quand j'avais essayé de protester contre la dépense. « Tu mérites un jour où tout est parfait. » Je voulais la croire. Le matin du 15 septembre, je me suis réveillée à 6h avec un nœud à l'estomac qui n'avait rien à voir avec le bébé. J'avais appelé mon père la semaine précédente, le suppliant pratiquement de simplement se présenter et d'être agréable. « Papa, je ne demande pas un discours ni un cadeau. Je veux juste que tu sois là. Et je veux que tu sois gentil. » Il y a eu une longue pause sur la ligne, puis « Je serai là. Espérons que cette fois tu aies fait quelque chose qui vaille la peine d'être célébré. » J'ai avalé la réponse que je voulais donner, comme je le faisais toujours. Ce matin-là, pendant que je m'habillais, mon téléphone a vibré avec une notification d'email. L'expéditrice, Marguerite Duboise, adaptation de Margaret Collins, directrice financière de Sterling et Associés, ligne d'objet, félicitations, confirmation officielle de promotion. J'avais l'intention de l'ouvrir, mais la sonnette a retenti. Le fleuriste était arrivé tôt et j'ai glissé mon téléphone dans mon sac à main sans le lire. Une partie de moi se demande maintenant si les choses auraient été différentes si j'avais vu cet email avant la fête, si j'étais entrée dans la salle Magnolia en sachant ce que je valais sur le papier, mais peut-être valait-il mieux que je ne le sache pas. Peut-être avais-je besoin d'apprendre ma valeur d'une autre manière. Marc m'a trouvé debout devant le miroir de la chambre, une main sur mon ventre, l'autre lissant une robe qui ne s'ajustait plus comme elle l'avait fait 2 semaines auparavant. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, appuyé contre le cadre de la porte. « Bien. » Le mot s'est sorti trop vite. Juste nerveuse. Il a traversé la pièce et s'est tenu derrière moi, ses mains se posant sur mes épaules. Dans le miroir, je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Tu veux que je parle à ton père avant la fête? Établir des règles de base. » J'ai secoué la tête. « Je peux gérer ça. Je le gère depuis 32 ans. Ce n'est pas la même chose que d'être d'accord avec ça. » Je n'avais pas de réponse à cela. Marc m'a doucement tournée, inclinant mon menton pour que je doive croiser son regard. « Hélène, écoute-moi, je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu es douée pour endurer les choses. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu mérites d'être respectée. Et notre fille. » Il a placé sa main sur la mienne, sur mon ventre. Elle n'a pas besoin de grandir en regardant sa mère tolérer le manque de respect pour maintenir la paix. Le bébé a donné un coup de pied juste contre nos mains jointes. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de moi. Pas se briser, se fissurer comme une faille qui se déplace. « Et s'il le fait encore ?» ai-je murmuré. « Et s'il dit quelque chose devant tout le monde et que je me fige comme je le fais toujours ?» Marc m'a serré contre lui. « Alors je serai juste là, et ma mère aussi. Tu n'es plus seule. » J'ai hoché la tête contre sa poitrine, mais la vérité était que je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. J'avais passé toute ma vie à choisir la paix plutôt que la dignité. Je n'étais pas sûre de savoir comment choisir différemment. Éléonore est arrivée à la salle Magnolia 2 heures avant les invités, portant un sac à vêtements, une boîte de décoration faite à la main et un cabas en cuir marron qui semblait plus lourd que d'habitude. « Tu es en avance ?» ai-je dit, la serrant dans mes bras avec précaution autour de mon ventre. « Je suis toujours en avance. C'est un truc d'avocat. » Elle a souri, mais il y avait quelque chose de tranchant derrière ses yeux. Alerte, comme si elle se préparait pour une déposition plutôt que pour une baby shower. Alors que nous arrangions la table des cadeaux ensemble, j'ai remarqué qu'elle glissait une épaisse enveloppe de manille de son cabas dans son sac à main, le genre d'enveloppe qui contenait des documents légaux. « Qu'est-ce que c'est? » Éléonore n'a pas manqué un battement. « Assurance, ma chérie, j'ai été avocate en droit de la famille pendant 35 ans. Je n'entre jamais dans un rassemblement sans un plan de secours. » Elle a tapoté son sac à main. « Vieilles habitudes. » J'ai voulu en demander plus, mais les traiteurs sont arrivés avec des questions sur l'arrangement des amuse-gueules et le moment est passé. Plus tard, pendant que nous ajustions l'arche de ballon, Éléonore a mentionné nonchalamment. «
J'ai parlé avec tes grands-parents la semaine dernière, Richard et Dorothée, juste pour vérifier leur santé. J'ai fait une pause, un ruban à la main. Tu as appelé mes grands-parents? Ce sont des gens adorables. Ta grand-mère a envoyé ses regrets de ne pas pouvoir faire le voyage depuis Nice, adaptation de Savannah, mais elle voulait que je te donne quelque chose plus tard. Un cadeau de leur part. Quel genre de cadeau? Le sourire d'Éléonore était doux mais illisible. Tu le sauras quand tu auras besoin de le savoir. À l'époque, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mes grands-parents avaient 44 et 81 ans. Ils voyageaient rarement et avaient toujours eu une relation compliquée avec mon père. Quelque chose à propos de valeurs différentes que personne n'a jamais expliqué. Je n'avais aucune idée que cet appel téléphonique allait tout changer. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures. Mon père a fait son entrée à 14h15, portant un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Ma mère, Patricia, traînait derrière lui dans une robe bleu tendre, son sourire étant déjà apologétique. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce Gérard travailler la foule avant de me reconnaître. Il a serré la main de l'oncle de Marc, s'est présenté à ma collègue, Lisa, s'est assuré que tout le monde à portée de voix savait exactement qui il était. Gérard Lefebvre, Lefebvre Immobilier. Vous avez probablement vu notre développement à Neuilly-sur-Seine, adaptation de Buckhead. Projet de 12 millions d'euros. Adaptation de 12 millions, juste signé le mois dernier. 15 minutes se sont écoulées avant qu'il ne se dirige vers moi. Hélène. Il m'a regardé de haut en bas, son regard se posant sur mon ventre. Tu as grossi, tu devrais surveiller ce que tu manges. Tu ne veux pas avoir de mal à perdre du poids après. Ma mère lui a touché le bras. Gérard, elle est enceinte. C'est normal. Je sais qu'elle est enceinte, Patricia. Je dis juste. Il s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu as l'air bien, ma chérie. Je fais juste attention à toi. J'ai senti Marc se raidir à côté de moi, mais j'ai serré sa main. Pas maintenant. Merci d'être venu, papa. Bien sûr, la famille est importante. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce, évaluant. Bel endroit. Ta belle-mère a bon goût. Ça a dû coûter une fortune. Éléonore a été très généreuse. Il regardait déjà au-delà de moi, scannant pour quelqu'un de plus intéressant à qui parler. Je devrais saluer quelques personnes. On se rattrapera plus tard. Il était parti sans un mot de plus. Marc s'est penché près de mon oreille. Il a mentionné son projet de 12 millions d'euros 2 fois dans les 15 premières minutes. J'ai compté, j'ai presque ri. C'est en fait peu pour lui. Lisa Chen, j'avais travaillé avec elle pendant 4 ans chez Sterling et Associés, m'a trouvé près de la table des desserts, me tirant dans une étreinte prudente. « Tu es magnifique », a-t-elle dit. « La grossesse te va bien. Tu es adorable et menteuse, mais j'apprécie. » Nous rions lorsque mon père est apparu à mon coude, un verre de champagne à la main, les yeux fixés sur le blazer de créateur et la montre Cartier de Lisa. « Et qui est-ce » Il a tendu la main avant que je puisse faire les présentations. « Gérard Lefebvre. Je suis le père d'Hélène. » Lisa lui a serré la main poliment. « Lisa Chen. Je travaille avec Hélène. »« Ah, alors vous êtes son patron ?» ?»« Non, nous sommes dans la même équipe, portefeuille différent. » Le sourire de mon père s'est aiguisé. « Eh bien, peut-être pourriez-vous lui donner quelques projets supplémentaires. Elle a besoin d'apprendre à quoi ressemble le vrai travail acharné. » Le silence a duré exactement 2 secondes. Puis Lisa a ri, non pas nerveusement, mais avec une incrédulité sincère. « Monsieur Lefebvre, Hélène gère un portefeuille client de 47 millions d'euros. Adaptation de 47 millions. Elle est l'une des meilleures performeuses de notre division. » Lisa m'a regardée, puis est revenue à mon père. « En fait, je ne devrais probablement pas encore le dire, mais elle vient d'être recommandée pour une promotion au poste de directrice. L'annonce devrait être officielle d'un jour à l'autre. J'ai senti mon visage rougir. « Lisa, quoi? » ?»« C'est vrai. Tu l'as mérité. » L'expression de mon père a vacillé, quelque chose entre la surprise et l'irritation, avant de se stabiliser en amusement exercé. « Directrice dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. » Il a gloussé. « C'est gentil, ma chérie, mais travailler pour d'autres personnes, ce n'est pas le vrai succès. C'est juste rendre quelqu'un d'autre riche. » Lisa a ouvert la bouche pour répondre, mais je lui ai touché le bras. «
Merci, Lisa. Vraiment. Papa, pourrais-tu nous excuser? J'ai éloigné Lisa avant qu'elle ne puisse dire autre chose, avant que mon père ne puisse dire quelque chose de pire. Mais la question persistait dans mon esprit. Directrice, était-ce officiel? Cet email non lu me semblait soudain très lourd dans mon sac à main. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais Marc m'en a parlé plus tard. Mon père avait repéré Éléonore près de la table des cadeaux et s'était approché comme un requin encerclant sa proie. Lent, délibéré, évaluant. Madame Sarti. Il s'est positionné à côté d'elle, son verre de champagne incliné à cet angle que les hommes utilisent lorsqu'ils veulent paraître à la fois décontractés et supérieurs. J'ai entendu dire que vous étiez avocate, maintenant à la retraite, n'est-ce pas? Ça doit être agréable d'avoir tout ce temps libre. Éléonore n'a pas levé les yeux du cadeau qu'elle arrangeait. J'ai pris ma retraite parce que je le voulais, Monsieur Lefebvre, pas parce que j'y étais obligée. Bien sûr, son sourire n'a pas faibli. Droit de la famille, n'est-ce pas, si? Pas? Divorces et batailles pour la garde. Pas exactement un travail à enjeu élevé. Là, Éléonore l'a regardé. Vraiment regardé. 35 ans à protéger les familles contre les gens qui essayaient de les détruire. J'ai trouvé cela très significatif. Elle a marqué une pause, ajustant un ruban. En parlant de ça, j'ai entendu dire que votre projet à Neuilly-sur-Seine, à datation de Buckhead, rencontre quelques problèmes de permis. Quelque chose à propos des évaluations d'impact environnemental, le visage de mon père a pâli pendant exactement 1 seconde. Cette information n'était pas publique. Le retard des permis avait été gardé secret, géré par des canaux détournés. Comment pouvait-elle le savoir? Éléonore a souri agréablement. J'ai toujours des amis dans diverses industries. D'anciens collègues, les gens parlent. Elle a croisé son regard directement. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lefebvre. Je n'ai aucun intérêt pour l'immobilier. Je ne me soucie que de la famille. Gérard s'est vite rétabli, mais quelque chose avait changé dans sa posture. L'arrogance facile s'était contractée en quelque chose de plus défensif. « Oh, eh bien, a-t-il dit, reculant déjà. Profitez de la fête. » Il s'est éloigné plus vite que nécessaire. Marc, regardant de l'autre côté de la pièce, a croisé le regard de sa mère. Elle lui a fait le plus léger des hochements de tête. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe de manille, elle était prête à l'utiliser. Mon téléphone a sonné à 15h47, en plein milieu des jeux de société. L'écran affichait Grand-père Richard, avec une photo de lui et grand-mère Dorothée du dernier Noël. Tous deux souriaient, son bras autour de ses épaules, ses cheveux argentés captant la lumière. Je me suis excusée dans le couloir. Grand-père, Hélène, ma chérie. Sa voix était plus mince que je ne m'en souvenais, mais chaleureuse, toujours chaleureuse. Nous sommes tellement désolés de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. La hanche de ta grand-mère lui a fait des misères, et le docteur a dit pas de long trajet. C'est bon, grand-père, je comprends. Mais nous voulions que tu saches que nous avons un cadeau pour toi. Éléonore te le donnera après la fête. C'est important. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Quel genre de cadeau? Il est resté silencieux un instant. En arrière-plan, j'entendais ma grand-mère dire quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. « Tu comprendras quand tu le verras », a-t-il dit finalement. « Mais Hélène, je veux que tu saches quelque chose. Tu as toujours été notre fierté, toujours. Dès l'instant où tu es née, tu as été la meilleure chose à sortir de cette famille. » Ma gorge s'est serrée. « Grand-père, je suis sérieux. Ne laisse personne te dire que tu es une déception. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. » Sa voix s'est légèrement brisée. La seule déception dans cette famille, ce sont les gens qui ne peuvent pas voir ce qui est si juste devant eux. Je ne savais pas quoi dire. Mes grands-parents avaient toujours été gentils avec moi, mais ils parlaient rarement de mon père. Il y avait quelque chose de tacite là, une vieille blessure que je n'avais jamais complètement comprise. Je t'aime, grand-père. Nous t'aimons aussi, ma chérie, plus que tu ne le sais. Après avoir raccroché, je suis restée dans ce couloir pendant un long moment, me demandant ce qu'il voulait dire. J'allais le découvrir assez tôt. Marc m'a trouvée dans le couloir, tenant toujours mon téléphone. « Tout va bien, je t'ai vu sortir. Mes grands-parents ont appelé. Ils ne pouvaient même pas venir, mais ils envoient un cadeau par ta mère. J'ai remis mon téléphone dans mon sac à main, et c'est là que je me suis souvenue de l'email.
Oh, j'ai reçu un email ce matin de Marguerite Dubois, la directrice financière. Je n'ai pas eu le temps de le lire. De Marguerite? Un dimanche? Les sourcils de Marc se sont levés. Je sais, probablement juste quelque chose sur le compte Anderson. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, faisant défiler pour trouver le message. Je vais juste. Hélène, ma cousine Anne, adaptation d'Amy, est apparue dans l'embrasure de la porte. Appareil photo à la main. Nous faisons la photo de groupe. Tout le monde attend. J'ai regardé la notification d'email. Félicitations. Confirmation officielle de promotion. Et j'ai senti mon cœur s'emballer. Je le lirai plus tard, ai-je dit, laissant tomber le téléphone dans mon sac à main. Mais Marc avait vu la ligne d'objet. J'ai attrapé le regard sur son visage. Surprise, puis quelque chose de plus doux. Fierté. Hélène, plus tard. J'ai serré sa main. Quoi que ce soit, ça peut attendre. Il a hoché la tête lentement, mais je pouvais le voir traiter l'information, décider s'il devait dire quelque chose. Finalement, il m'a juste embrassé le front. « Va prendre ta photo, je serai juste là. » Alors que je retournais dans la pièce principale, je n'avais aucune idée que cet email allait devenir une preuve. Qu'en moins d'1 heure, j'aurais besoin de chaque preuve que je pouvais trouver, que je n'étais pas l'échec que mon père avait passé 15 ans à prétendre que j'étais. La ligne d'objet me brûlait dans la mémoire. Félicitations. Confirmation officielle de promotion. Directrice, 145 000 € par an, adaptation de 145 000. Un titre qui signifiait quelque chose. Et j'avais presque tout manqué. La partie de l'ouverture des cadeaux de la fête a commencé à 16h15. J'étais assise sur une chaise décorée à l'avant de la pièce, Marc à côté de moi, tandis que les amis et la famille présentaient leurs offrandes. Une couverture tricotée à la main de ma tante, un ensemble complet de produits de soins pour bébé biologique de Lisa, une boîte à musique vintage de la grand-mère de Marc qui était dans la famille Sarti, adaptation de Mitchell Family depuis 4 générations. Chaque cadeau était accompagné de câlins, de vœux et du genre de chaleur sincère qui me faisait oublier momentanément la tension enroulée dans ma poitrine. Puis mon père s'est levé. « J'ai quelque chose de spécial pour ma fille », a-t-il annoncé assez fort pour s'assurer que tout le monde regardait. Il a marché vers l'avant de la pièce, tenant une enveloppe de couleur crème. La foule s'est calmée, s'attendant à quelque chose de sincère. Peut-être un fonds universitaire, peut-être une lettre significative. J'aurais dû mieux savoir. « Ouvre-la », a-t-il dit, me tendant l'enveloppe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 €, adaptation de 5 000, et une note manuscrite sur l'entête de son entreprise. J'ai lu la note en silence. Condition. Utilise cet argent pour l'éducation du bébé. Pas pour des choses frivoles, comme celles pour lesquelles sa mère avait l'habitude de gaspiller de l'argent. Mes mains tremblaient légèrement. Je l'ai regardé, espérant, stupidement, désespérément, espérant que c'était une blague. Qu'il rirait et dirait qu'il plaisantait. « Lis-le à voix haute » a crié quelqu'un de l'arrière. « Qu'est-ce qu'il dit ?»« C'est... » Mon père a répondu avant que je ne puisse le faire. « Juste quelques conseils paternels, » lui ai-je dit, pour m'assurer que ma petite fille ne répète pas les mêmes erreurs. Il a ri, regardant autour de la pièce pour obtenir validation. Hélène a abandonné son programme MBA à mi-chemin. Vous savez, elle ne pouvait pas gérer la pression. Je ne veux pas que ma petite fille hérite de cette tendance. La salle est devenue très, très silencieuse parce que ce n'était pas vrai. Je n'avais jamais abandonné quoi que ce soit. J'ai senti 52 paires d'yeux sur moi, certains confus, certains mal à l'aise. Quelques-uns, Lisa, Marc, Éléonore, rayonnaient de fureur à peine contenue. « Papa », ma voix est sortie plus stable que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas abandonné. J'ai obtenu mon diplôme. MBA classe de 2018, magna cum laude. Mon père a agité la main avec dédain. Diplômé, abandonné. Quelle est la différence? Tu as quand même fini par travailler pour quelqu'un d'autre au lieu de construire quelque chose de réel. La différence, c'est la vérité. La vérité est que tu aurais pu faire plus. Sa voix portait ce ton familier, celui qui me faisait toujours sentir toute petite. Tout le monde dans cette pièce sait que tu avais du potentiel, Hélène. Tu n'as juste jamais été à la hauteur. J'ai entendu ma mère inspirer fortement.
Gérard, ça suffit. Je suis juste honnête, Patricia. Quelqu'un doit l'être. Il a regardé autour de la pièce, faisant appel à la foule. J'ai soutenu cette fille toute sa vie, payé pour son éducation, lui ai donné toutes les opportunités et qu'est-ce que j'obtiens? Une fille qui s'est contentée d'être moyenne. Le bébé a donné un coup de pied fort contre mes côtes. Une fois, 2 fois. J'ai baissé les yeux vers mon ventre, vers la vie qui grandissait en moi, et quelque chose s'est cristallisé. Cet enfant entendrait ces mots un jour. Cet enfant regarderait sa mère s'asseoir en silence pendant que son grand-père l'appelait une déception. Cet enfant apprendrait que l'amour venait avec des conditions, que l'approbation devait être gagnée et pouvait être révoquée à tout moment. À moins que je n'arrête ça, à moins que je ne choisisse différemment. Mais je ne savais pas comment. 15 ans à avaler mes mots, à maintenir la paix, à être la bonne fille qui ne faisait jamais de vagues. Je ne savais pas comment en être autre chose. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour me défendre, pour dire enfin quelque chose. Et c'est là que mon père a tendu la main et a posé sa main sur mon ventre. Sa paume était chaude à travers le tissu de ma robe, possessive, comme s'il réclamait quelque chose qui lui appartenait. Ce bébé, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende, est une chance de faire les choses correctement. Une deuxième chance. Il m'a regardé directement, et ses paroles suivantes ont atterri comme des pierres jetées dans l'eau calme. N'élève-la pas pour qu'elle devienne une autre déception coûteuse comme toi. La musique de fond, une playlist douce qu'Éléonore avait choisie, a soudainement semblé assourdissante dans le silence qui a suivi. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais rien faire d'autre que de rester là avec la main de mon père sur mon enfant à naître et ces mots résonnant dans mon crâne. Déception coûteuse. 15 ans de critiques condensées en 3 mots, livrées devant tous ceux que j'aimais et respectais. J'ai vu ma mère baisser la tête, des larmes coulant sur ses joues. J'ai vu Marc se lever de sa chaise. Son visage blanc de rage. J'ai vu la bouche de Lisa s'ouvrir d'incrédulité. J'ai vu ma cousine Anne figée avec son appareil photo à moitié levé. Et j'ai vu Éléonore. Elle était déjà debout, en mouvement, sa cuillère en argent captant la lumière alors qu'elle la levait vers son verre à vin. Le son cristallin du métal contre le verre a coupé le silence comme une lame. Tout le monde s'est tourné. Éléonore se tenait au centre de la pièce, parfaitement composée, sa posture celle d'une femme qui avait fait face à des témoins hostiles et à la partie adverse pendant 35 ans. Ses yeux ont rencontré ceux de mon père. Et en eux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu diriger contre lui auparavant, une certitude complète et inébranlable. « Monsieur Lefebvre », a-t-elle dit, sa voix portant dans tous les coins de la pièce. « Je suis restée silencieuse pendant 3 ans, depuis le mariage de votre fille. Depuis que je vous ai vu l'humilier devant 200 personnes et appeler cela un toast. » Elle a marqué une pause, laissant les mots s'installer. Cela se termine aujourd'hui. La main de mon père est tombée de mon ventre. Il s'est tourné pour faire face à Éléonore avec l'expression d'un homme qui n'avait jamais été contesté sur son propre territoire. « Excusez-moi. Vous m'avez entendu. » Éléonore a posé son verre à vin avec une précision délibérée. « J'ai passé 3 ans à documenter votre comportement envers Hélène. Chaque commentaire, chaque blague, chaque fois que vous l'avez fait se sentir petite devant des gens qui auraient dû la protéger. » Gérard a ri, un son aigu, incrédule. « Documenter. Qu'est-ce que c'est que c'est? Une salle d'audience? Non, c'est une baby shower, une célébration d'une nouvelle vie. » La voix d'Éléonore est restée parfaitement égale. « Mais puisque vous avez choisi de la transformer en autre chose, j'ai une annonce à faire. » Elle a fouillé dans son sac à main et a retiré l'enveloppe de manille que j'avais vue plus tôt. Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que c'est que ça? » L'amusement de Gérard s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus prudent. « Ceci, a dit Éléonore, est une copie certifiée d'un document légal, spécifiquement la dernière volonté et le testament de Richard et Dorothée Sarty. Adaptation de Callahan. » La salle a semblé se contracter. J'ai entendu quelqu'un halter. Peut-être ma mère, peut-être moi. Mes parents. Le visage de Gérard est devenu pâle. Comment a-t-elle? Pourquoi avez-vous? Ils me l'ont envoyé la semaine dernière.
Éléonore a ouvert l'enveloppe lentement, délibérément. Après que j'ai appelé pour vérifier leur santé et que j'ai mentionné par hasard comment vous avez traité leur petite fille à son mariage il y a 3 ans, ils ont été bouleversés. Ils m'ont demandé de revoir leurs documents successoraux. Elle a sorti une feuille de papier, chaque page portant les timbres distinctifs de la certification légale. Voulez-vous que je lise la section pertinente, Monsieur Lefebvre? Ou préfériez-vous sortir et vous épargner l'embarras? Gérard n'a pas bougé. Personne ne pouvait bouger. Éléonore a souri, une petite expression précise qui ne contenait aucune chaleur. Je prendrai cela comme permission de procéder. Éléonore tenait le document à bout de bras, ses lunettes de lecture posées sur son nez, tout l'avocat qu'elle avait été pendant 35 ans. Ceci est la dernière volonté et le testament certifié de Richard Allen Sarti et Dorothée May Sarti, daté du 28 août 2024 et notarié par Morrison et associés à Nice, adaptation de Savannah, Georgia. 28 août, il y a 3 semaines. Mes grands-parents ont changé leur testament il y a 3 semaines. La section pertinente se lit comme suit. La voix d'Éléonore a rempli la pièce comme un témoignage dans une salle d'audience. Nous, Richard et Dorothée Sarti, étant saints d'esprit et de corps, révoquons par la présente tous les documents testamentaires précédents. Nous excluons spécifiquement notre fils Gérard Raymond Lefebvre, adaptation de Raymond Whitmore, de tout héritage, legs ou bénéfice de notre succession. Mon père a émis un son, quelque chose entre un halètement et un grognement. Éléonore a continué sans pause. Cette exclusion est faite avec pleine connaissance et intention délibérée basée sur l'abus émotionnel systématique de Gérard envers notre petite fille Hélène Lefebvre Beckett sur une période de 15 ans. Nous avons été témoins de sa cruauté, de son dénigrement et de son refus de reconnaître sa valeur. Nous ne permettrons pas que notre héritage soutienne un tel comportement. La salle était complètement silencieuse. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque, fort et instable. Par conséquent, a lu Éléonore, nous ordonnons que l'intégralité de notre succession, évaluée à environ 2,4 millions d'euros, adaptation de 2,4 millions, soit transférée directement à notre petite fille, Hélène Lefebvre Beckett, pour être détenue en fiducie pour elle et ses descendants. Elle a abaissé le document et a regardé mon père. Vos parents vous ont exclu de leur testament, Monsieur Lefebvre. Complètement, à cause de la façon dont vous avez traité votre fille. Le visage de Gérard était passé de pâle à gris. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon père rester complètement sans voix. C'est un mensonge. La voix de Gérard s'est brisée au 2e mot. Il s'est élancé en avant et a arraché les papiers des mains d'Éléonore, ses yeux balayant les pages avec une intensité désespérée. C'est faux. Ceci est. Mes parents ne feraient non jamais. Il a tourné à la dernière page, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui prouverait que ce n'était pas réel. Ce cachet de notaire, cette signature, c'est falsifié. Ça doit être falsifié. Éléonore est restée parfaitement immobile. Les coordonnées de Morrison et associés sont sur la dernière page. Vous êtes libre de les appeler. Je suis sûre qu'ils tiennent d'excellents registres. Je vais poursuivre en justice. Je vais contester ceci. Vous ne pouvez pas simplement. Contester quoi, Monsieur Lefebvre? La voix d'Éléonore a coupé son bégayement comme un scalpel. Vos parents sont vivants. Ils sont compétents. Ils ont pris cette décision avec les conseils juridiques complets. Il n'y a rien à contester. Gérard a regardé autour de la pièce sauvagement, cherchant un allié. Ses yeux ont atterri sur ma mère. Patricia, dis quelque chose. Dis-leur que c'est fou. Ma mère a levé la tête lentement. Ses joues étaient humides de larmes, mais sa voix était stable. Gérard, peut-être devrais-tu arrêter de parler. Quoi? J'ai dit arrête. Elle s'est levée, ses mains tremblantes, mais son dos droit. Pour une fois dans ta vie, arrête de parler et écoute ce que tu as fait. Gérard l'a regardée comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. En 35 ans de mariage, elle ne lui avait jamais, pas une seule fois, dit d'arrêter. C'est ma famille, a-t-il dit, sa voix montant. Ce sont mes parents, mon héritage. Tu n'as pas le droit d'eux. Vos parents, a interrompu Éléonore calmement, ont choisi de protéger leur petite fille de vous. Cela devrait vous dire quelque chose. Le visage de Gérard s'est tordu, la rage et l'humiliation dans quelque chose qui aurait pu être de la peur.
tous se battant pour la dominance. Ils perdaient le contrôle de la pièce. Et tout le monde pouvait le voir. Dans le chaos du moment, Marc est apparu à mes côtés. « Hélène », sa voix était basse, urgente. « L'email, tu dois le lire maintenant. » Il a pressé mon téléphone dans mes mains. L'écran était déjà ouvert sur le message de Marguerite Dubois. Je l'ai lu une fois, puis encore. Les mots se sont brouillés et aiguisés tandis que les larmes que je ne réalisais pas que je pleurais tombaient sur l'écran. « Lis-le à voix haute », a dit Marc. Tout le monde devrait entendre ça. Mes mains tremblaient, mais j'ai trouvé ma voix. « Chère Hélène, ai-je lu. J'ai le plaisir de confirmer officiellement votre promotion au poste de directrice de la gestion du portefeuille client à compter du 1er octobre 2024. Votre nouveau package de rémunération comprend un salaire de base de 145 000 € par an, un bonus de performance allant jusqu'à 15 % et des options sur actions acquises sur 4 ans. J'ai marqué une pause, déglutissant difficilement. Cette promotion reflète votre performance exceptionnelle, votre dévouement envers nos clients et votre leadership au sein de l'équipe. Félicitations, vous l'avez mérité. Cordialement, Marguerite Dubois, directrice financière, Sterling et associée. La salle a éclaté. Lisa a été la première à réagir, poussant un hurlement qui violait probablement toutes les normes sociales d'une baby shower. « Je le savais! Je le savais! » Elle a attrapé le bras de mon collègue David. « Je ne te l'ai pas dit? Je n'ai pas dit qu'elle allait devenir directrice? » Les applaudissements ont ondulé dans la foule. Ma tante pleurait. La grand-mère de Marc rayonnait. Même les gens qui me connaissaient à peine applaudissaient, pris par le moment. Et à travers tout cela, mon père est resté figé, le testament toujours serré dans ses mains, regardant sa narration s'effondrer en temps réel. Déception coûteuse. 145 000 € par an. Les chiffres ne correspondaient pas. Ils n'avaient jamais correspondu. Ils n'avaient juste pas voulu le voir. Éléonore a attendu que les applaudissements s'estompent avant de parler à nouveau. « Monsieur Lefebvre. » Sa voix portait l'autorité tranquille des plaidoiries finales. « Vous m'avez demandé plus tôt ce que je prévoyais de faire. Maintenant, vous savez. » Elle a marché vers lui lentement, chaque pas mesuré et délibéré. « Pendant 3 ans, je vous ai regardé rabaisser votre fille. Je vous ai regardé vous moquer de ses choix, dénigrer ses réussites et la faire se sentir sans valeur devant des gens qui l'aiment. » Elle s'est arrêtée à un bras de distance. Je l'ai regardée pleurer après les dîners de famille. Je l'ai regardée douter d'elle-même malgré chaque succès. Je l'ai regardée essayer encore et encore de gagner une approbation que vous n'alliez jamais donner. Gérard a ouvert la bouche pour répondre. Mais Éléonore a levé un doigt. Un geste qui avait fait taire les témoins et la partie adverse pendant des décennies. « Je n'ai pas fini. » Il a fermé la bouche. « Votre fille gère un portefeuille de 47 millions d'euros. Elle vient d'être promue directrice dans l'une des firmes financières les plus respectées de Paris. Elle a obtenu son diplôme magna cum laude d'un programme que vous prétendez qu'elle a abandonné. Et dans 2 mois, elle sera mère. » La voix d'Éléonore s'est adoucie, mais seulement légèrement. Elle n'a jamais eu besoin de votre approbation. Elle n'a jamais eu besoin de votre argent. Et elle n'a certainement jamais eu besoin de votre cruauté. Elle s'est tournée pour me regarder. Et ses yeux étaient chauds. « Hélène, ma chérie, tu n'es pas une déception. Tu ne l'as jamais été. » Puis elle s'est tournée vers Gérard, et la chaleur a disparu. « Et la bonne nouvelle, monsieur Lefebvre. La nouvelle que je suis venue livrer ici est que cet enfant n'aura jamais besoin de vous. Ni de votre argent, ni de votre amour conditionnel, ni de vos standards impossibles. » Elle a fait un geste vers la pièce pleine de gens qui venaient d'assister à toutes. « Elle a une famille, une vraie, et vous n'en faites pas partie. » La salle attendait. Je pouvais le sentir. 52 personnes retenaient leur souffle, se demandant ce que j'allais faire. Pendant 15 ans, je n'avais rien fait. Souri, hoché la tête, trouvé des excuses, maintenu la paix. Mais la paix n'avait jamais été réelle. Ce n'était que du silence. Je me suis levée lentement, une main sur mon ventre, et j'ai fait face à mon père. « Papa !» Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la défiance et la peur. « J'ai passé 15 ans à essayer de te rendre fier. J'ai travaillé plus dur que quiconque je connaissais. J'ai remboursé mes propres prêts étudiants. J'ai construit une carrière dont je suis vraiment fière. Ma voix était stable, plus stable que ce à quoi je m'attendais.
Et rien de tout cela ne t'a jamais suffi. Rien de ce que j'ai fait n'a jamais été assez. Hélène, je n'ai pas fini. Les mots sont sortis plus tranchants que je ne l'avais prévu, mais je ne m'en suis pas excusée. Pas cette fois. Je pensais que si j'accomplissais juste une chose de plus, une promotion de plus, un succès de plus, tu me verrais enfin, tu serais enfin fière. J'ai secoué la tête lentement. Mais maintenant, je comprends. Il ne s'agissait jamais de ce que j'ai accompli. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de s'assurer que je me sente toujours assez petite pour avoir besoin de ton approbation. J'ai placé les 2 mains sur mon ventre où ma fille se déplaçait, agitée. Je vais élever cet enfant pour qu'elle connaisse sa valeur, non pas parce que quelqu'un d'autre la valide, mais parce qu'elle a une valeur intrinsèque. Et je vais la protéger de quiconque. Quiconque essaie de lui faire croire le contraire. J'ai croisé son regard directement. Toi inclus. Tu me coupes les ponts, sa voix était incrédule. Ton propre père? J'établis une limite pour la première fois de ma vie. J'ai pris une inspiration. Tu n'es pas le bienvenu dans la vie de ma fille tant que tu ne peux pas nous traiter tous les deux avec un respect de base. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, y compris moi. Ma mère s'est levée. Patricia Lefebvre, la femme qui avait passé 35 ans à lisser les aspérités de son mari, à s'excuser pour ses blagues, à maintenir la paix à tout prix, s'est levée de sa chaise et a marché pour se tenir à côté de moi. Gérard, sa voix était calme mais claire. J'ai été silencieuse trop longtemps. Mon père l'a regardée comme si elle avait fait pousser une deuxième tête. « Patricia, qu'est-ce que tu... » Maintenant, je parle. Elle s'est tournée pour lui faire face complètement, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, de la résolution. Pendant 35 ans, je me suis dit que rester silencieuse était maintenir notre famille ensemble, que si je ne créais pas de vagues, tout irait bien. Elle a tendu la main et a pris ma main. Mais te regarder mettre ta main sur le ventre de ma fille enceinte et l'appeler une déception devant tous ceux qu'elle aime. Ce n'est pas une famille, Gérard. C'est une prise d'otage. La salle était absolument silencieuse. J'aurais dû la protéger. Les larmes de ma mère coulaient librement maintenant, mais elle ne les a pas essuyées. Chaque fois que tu l'as fait se sentir petite, j'aurais dû dire quelque chose. Chaque blague cruelle, chaque norme impossible, chaque fois que tu l'as fait pleurer, j'aurais dû me lever. Elle a serré ma main. « Je suis désolée, Hélène. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir protégée plus tôt. »« Maman, je vais rester chez ma sœur ce soir. » Elle a regardé Gérard, qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 5 dernières minutes. « Nous devons parler, mais pas ici, et pas tant que tu n'es pas prêt à écouter. » Elle m'a embrassé la joue, a chuchoté. « Je t'aime. » Et elle est sortie de la pièce, sans regarder en arrière. Mon père est resté seul. Pour la première fois de sa vie, complètement seul. Gérard a regardé autour de la pièce une dernière fois. 52 visages le regardaient. Certains le plaignaient, certains étaient dégoûtés, aucun n'était sympathique. Ses associés, la famille de sa femme, les amis et les collègues de sa fille. Tous venaient d'assister à son humiliation, non infligée par quelqu'un d'autre, mais révélée par son propre comportement documenté et exposé. « Je ne resterai pas ici pour être manqué de respect », a-t-il dit, redressant sa veste avec des mains qui tremblaient légèrement. C'est un coup monté, une conspiration. La voix d'Éléonore était douce. « Ce n'est pas un manque de respect, monsieur Lefebvre, ce sont des conséquences. » Vous, il l'a pointé du doigt, puis moi, puis a semblé perdre le fil de ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas fini. En fait, ai-je dit doucement, ça l'est, du moins jusqu'à ce que vous soyez prêt à prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. Pas si j'ai blessé vos sentiments, pas je plaisantais. Une véritable responsabilité. La mâchoire de Gérard s'est serrée. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait argumenter, qu'il pourrait se lancer dans l'un de ses discours sur la façon dont il avait tout sacrifié pour cette famille, à quel point nous étions tous ingrats, à quel point il était la vraie victime. Mais quelque chose dans la pièce avait changé. Le public pour lequel il jouait ne jouait plus. Sans un autre mot, il s'est tourné et est sorti. La porte s'est fermée derrière lui avec un léger clic. Pendant un long moment, personne n'a bougé, personne n'a parlé, puis quelqu'un a commencé à applaudir. Je ne sais pas qui c'était. Peut-être Lisa, peut-être l'oncle de Marc, peut-être l'un des traiteurs qui regardait depuis l'embrasure de la cuisine. Mais le son s'est répandu.
ondulant à travers la pièce jusqu'à ce que tout le monde applaudisse. Pas pour le drame, pas pour le spectacle, pour la fin. Je me tenais là, les larmes coulant sur mon visage, le bras de ma belle-mère autour de mes épaules. Et je me suis permise de ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans, libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une question pour vous. Pensez-vous qu'Hélène aurait dû donner une autre chance à son père? Ou établir cette limite, était-ce la bonne décision? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si vous connaissez quelqu'un qui est aux prises avec une situation similaire, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est le premier pas vers le changement. Les retombées ont commencé dans les 48 heures. La communauté des affaires de Paris n'est pas aussi grande que les gens le pensent. Tout le monde connaît tout le monde. Et les potins voyagent plus vite que les rapports trimestriels. Le lundi matin, le téléphone de Gérard sonnait sans arrêt, mais pas avec des félicitations. « Gérard, j'ai entendu quelque chose de troublant ce week-end. » C'était Richard Dubois, adaptation de Richard Palmer, son partenaire sur le développement de Neuilly-sur-Seine. Quelque chose à propos d'une scène à la baby shower de votre fille. Les gens parlent. Dès mardi, l'histoire avait évolué comme le font les histoires. Avez-vous entendu dire que Gérard Lefebvre a été exclu du testament de ses propres parents? Apparemment, il abusait émotionnellement de sa fille depuis des années. J'ai entendu dire que sa femme l'a quitté juste là, à la fête. Quelqu'un m'a dit que sa fille est une sorte de cadre, gagne près de 200 000 € par an, adaptation de 200 grands, et il l'a appelée une déception. Dès mercredi, les conséquences sont devenues tangibles. Le problème de permis qu'Éléonore avait mentionné, celui que Gérard pensait être géré tranquillement, est soudainement devenu plus compliqué. L'évaluation d'impact environnemental qui avait été en cours de révision nécessitait maintenant une documentation supplémentaire. Le contact municipal qui avait promis d'accélérer les choses a cessé de répondre aux appels. Le jeudi, le partenaire de Gérard a demandé une réunion. « Écoutez, Gérard, je me fiche de votre vie personnelle, mais mes investisseurs s'en soucient. Ils posent des questions sur votre jugement, sur votre caractère. » Richard Dubois s'est penché en arrière sur sa chaise. « Nous pourrions avoir besoin de restructurer l'accord de partenariat juste jusqu'à ce que les choses se calment. Restructurer, l'équivalent commercial de nous voyons d'autres personnes. » Gérard Lefebvre avait passé toute sa vie à construire une réputation, une marque, une image de succès et de contrôle et de confiance inébranlable. Il a fallu une baby shower pour fissurer les fondations et les fissures se propageaient. Une semaine après la baby shower, ma mère a appelé. « Hélène, j'ai besoin de te dire quelque chose. » J'étais assise dans mon salon, les pieds sur l'ottoman. Éléonore avait insisté pour que j'utilise une tasse de thé décaféiné qui refroidissait sur la table d'appointe. Le bébé faisait des saltos contre mes côtes. « Qu'est-ce que c'est, maman? » J'ai parlé avec un avocat. Je dépose une demande de séparation légale. J'ai failli laisser tomber mon thé. « Maman, tu es sûre? » Je n'ai jamais été plus sûre de rien. Sa voix était différente de ce que je l'avais jamais entendu. Plus claire, plus forte. J'ai passé 35 ans à me convaincre que me taire était la même chose que maintenir la paix. Mais il n'y a jamais eu de paix, Hélène. Seulement le silence. Et le silence n'est pas la même chose. Je ne savais pas quoi dire. Ma mère avait toujours été la gardienne de la paix, celle qui aplanissait les choses, la femme qui trouvait des excuses pour le comportement de mon père parce que l'affronter semblait trop difficile. Je reste chez ta tante Caroline. Adaptation de Carole pour l'instant, a-t-elle continué. J'ai déjà commencé à chercher un appartement. Quelque chose de petit, juste pour moi. Maman, Ma voix s'était brisée. Je suis fière de toi. Elle est restée silencieuse un instant, puis. J'aurais dû faire ça il y a des années. J'aurais dû te protéger. Tu le fais maintenant. C'est ce qui compte. Je veux être là quand le bébé arrivera, si tu me le permets. Bien sûr, mais maman, j'ai hésité. J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'abord. J'ai besoin que tu consultes un thérapeute, quelqu'un qui se spécialise dans ce genre de choses. J'ai besoin de savoir que tu ne laisseras pas papa te tirer en arrière. Il y a eu une longue pause. C'est juste, a-t-elle dit finalement. J'ai déjà pris rendez-vous, mardi à 10h. Pour la première fois de ma vie, ma mère se choisissait elle-même et je ne l'avais jamais aimée davantage. Le premier email est arrivé 2 semaines après la baby shower. Objet, nous devons parler. Hélène,
Je pense que nous devrions discuter de ce qui s'est passé. J'ai peut-être dit certaines choses qui ont été mal interprétées, mais tu dois comprendre. J'ai été pris au dépourvu. Ta belle-mère m'a tendu une embuscade devant tout le monde. Ce n'était pas juste. Je suis ton père. Je mérite une chance de m'expliquer. Appelle-moi papa. Je n'ai pas répondu. Le deuxième email est arrivé 3 jours plus tard. Hélène, je ne comprends pas pourquoi tu m'ignores. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Peut-être que j'ai trop poussé parfois, mais c'est parce que je savais que tu pouvais faire mieux. C'est vraiment si terrible? Ta mère a perdu la tête. Elle parle de séparation. Cela déchire notre famille. J'ai besoin que tu la ramènes à la raison, papa. Je l'ai transférée à Éléonore sans commentaire. Le 3e email est arrivé 1 semaine après cela. Hélène, je suis désolée si tu t'es sentie blessée par ce que j'ai dit à la shower. J'essayais juste de te donner un retour honnête. C'est ce que font les pères. Mais je pense que tu réagis de manière excessive. Me couper de ma propre petite fille. C'est cruel. Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Je suis prête à passer à autre chose si tu l'es aussi, mais tu dois faire la moitié du chemin, papa. Éléonore a lu les 3 emails et a secoué la tête. Remarque le schéma, a-t-elle dit. Je suis désolée si tu t'es sentie blessée. Ce n'est pas une excuse, c'est du blâme. Il n'est pas désolé pour ce qu'il a fait. Il est désolé que tu aies réagi à cela. Alors, qu'est-ce que je fais? Rien. Pas encore. Elle a posé sa tasse de thé. Le vrai changement ne vient pas d'une seule conversation. Il vient d'un effort soutenu, de la thérapie, de l'autoréflexion, de la responsabilité. Tant qu'il ne fait pas le travail, les mots ne sont que du bruit. J'ai appelé mes grands-parents un dimanche après-midi 3 semaines après la shower. Grand-père, c'est Hélène. Ma chérie? Sa voix était chaleureuse, bien qu'un peu plus faible que je ne m'en souvenais. Nous pensions à toi. Comment te sens-tu? Comment va le bébé? Nous allons bien. Elle fait des siennes. J'ai marqué une pause, rassemblant mes pensées. Grand-père, je voulais te remercier pour ce que vous avez fait, le testament. Il y a eu un long silence sur la ligne, puis la voix de ma grand-mère, légèrement étouffée alors qu'elle prenait le combiné. Hélène, ma chérie, nous aurions dû le faire il y a des années. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Mon grand-père a soupiré. Quand Éléonore nous a appelés après ton mariage il y a 3 ans et nous a dit ce que Gérard avait dit dans son toast, nous étions horrifiés, mais nous nous sommes dit que c'était une fois qu'il changerait. Il n'a pas changé, a dit ma grand-mère doucement. Il a empiré et nous avons continué à chercher des excuses. Nous avons continué à espérer. Quand Éléonore a appelé le mois dernier, a continué mon grand-père, et nous a dit qu'il le faisait toujours, te faisait toujours te sentir sans valeur, te démolissait toujours, nous savions que nous devions agir, nous ne pouvions pas laisser notre argent aller à quelqu'un qui l'utiliserait comme une arme contre notre petite fille. Je pleurais maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. Nous aimons Gérard, a dit ma grand-mère. C'est notre fils, mais l'amour ne signifie pas permettre la cruauté. Et toi, Hélène, tu es la meilleure chose à sortir de cette famille. Tu l'as toujours été. Je n'ai pas besoin de l'argent, j'ai réussi. J'avais juste besoin de savoir que vous étiez de mon côté. Tu as les deux, ma chérie. La voix de mon grand-père s'est brisée. Tu as les deux. Et cette petite fille, à toi, elle va grandir en sachant qu'elle est aimée, vraiment aimée, pas le genre conditionnel. Merci, grand-père. Merci, grand-mère. Merci d'avoir été assez courageux pour le mériter. Dorothée Eleanor Beckett est venue au monde le 17 novembre 2024 à 3h42 du matin. 3,3 kg. Adaptation de 7 Little 4 osé. Une tête pleine de cheveux foncés, le nez de son père et le menton têtu de sa mère. La salle d'accouchement contenait 4 personnes, moi, Marc, Éléonore et ma mère, qui avait terminé 8 semaines de thérapie à ce moment-là et apprenait lentement à établir ses propres limites. Mon père n'a pas été invité. Il a envoyé des fleurs à l'hôpital, un arrangement massif de roses blanches avec une carte qui disait « Félicitations, je suis là quand tu es prête, papa. J'ai demandé à l'infirmière de les laisser dans la salle d'attente pour quiconque les voulait. » Quand ils ont placé Dorothée dans mes bras pour la première fois, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas entièrement saisi auparavant. Cette minuscule personne, ce miracle parfait qui se tortillait et pleurait, me regarderait pour tout, pour la sécurité, pour l'amour, pour sa compréhension de sa propre valeur.
Je me suis penchée près de son oreille et j'ai murmuré la première promesse que je lui ferai jamais. Tu n'auras jamais à gagner mon amour. Tu n'auras jamais à prouver que tu es assez bonne. Tu es assez exactement comme tu es et tu le seras toujours. La main de Marc a trouvé la mienne. Éléonore a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Ma mère se tenait au pied du lit, les larmes coulant sur son visage, regardant sa petite fille avec une expression d'amour féroce et protecteur. Dorothée Éléonore, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Nommée en l'honneur de deux des femmes les plus fortes que je connaisse. L'une qui m'a appris que l'héritage est une question d'amour, pas d'argent, et l'une qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre les gens qui vous sont chers. Éléonore a ri à travers ses larmes. Pas de pression, petite. Toute la pression, ai-je corrigé, souriant. Elle va être magnifique. 6 mois après la naissance de Dorothée, j'ai envoyé un email à mon père. C'était la première communication directe que j'avais initiée depuis la baby shower. Je l'ai écrit pendant 3 jours avec l'apport d'Éléonore, de mon thérapeute et de Marc. Chaque mot était délibéré. Papa, j'écris pour établir des conditions claires pour toute future relation entre nous et entre toi et Dorothée. Je ne fais pas cela pour te punir. Je fais cela pour protéger ma famille, y compris moi-même. Si tu veux faire partie de nos vies, voici ce qui doit se passer. Tu dois suivre une thérapie avec un professionnel agréé, spécialisé dans les schémas de comportement narcissique. Pas une seule session, un minimum de 6 mois avec documentation. Tu dois m'écrire une lettre d'excuse, une vraie, pas « je suis désolée si tu t'es senti blessée », pas « je suis désolée », mais une lettre qui reconnaît les choses spécifiques que tu as faites. Prends l'entière responsabilité et n'inclut aucune condition ni blâme. Pendant les 2 premières années, toutes les visites avec Dorothée doivent inclure Marc ou Éléonore. Aucune exception. Ce n'est pas négociable. Ce ne sont pas des punitions, papa. Ce sont des garanties. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, mais j'aime ma fille davantage. Et je ne la laisserai pas grandir dans un environnement où la cruauté est déguisée en honnêteté et le contrôle est déguisé en amour. La porte n'est pas fermée, mais la clé est entre tes mains, pas les miennes. Hélène. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir me remettre en question. 3 mois se sont écoulés sans réponse. Puis un mardi matin, un court email est apparu dans ma boîte de réception. Hélène, j'ai commencé à consulter quelqu'un. Dr. Robert Martin à Neuilly-sur-Seine. Adaptation de Dr. Robert Hayes et Buckhead. Cela fait 2 sessions. Je ne suis pas encore prêt à écrire cette lettre, mais j'essaie. Papa. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Mais c'était un début. 1 an après la baby shower, j'étais assise dans mon nouveau bureau chez Sterling et Associés, directrice de la gestion du portefeuille client. La plaque nominative sur mon bureau semblait parfois encore surréaliste. Sur le buffet derrière moi, une photo encadrée de Dorothée à 10 mois, tout sourire gommeux et boucles sauvages, surveillait mon travail. À côté, un cadre plus petit contenait une photo de la dernière visite de mes grands-parents. 4 générations de femmes sarties. Adaptation de Callahan Women. La main de ma grand-mère reposait sur la tête de Dorothée comme une bénédiction. Ma mère avait finalisé son divorce 3 mois plus tôt. Elle avait déménagé dans un petit appartement à Vincennes, adaptation de Decatur, avait commencé à faire du bénévolat dans une organisation à but non lucratif d'alphabétisation. Et sortait avec prudence, nerveusement, avec un professeur à la retraite qu'elle avait rencontré à son club de lecture. Elle voyait Dorothée tous les dimanches. Et elle n'a jamais cherché d'excuses pour mon père. Éléonore est restée Éléonore. Tranchante, protectrice, toujours prête avec des conseils juridiques ou un verre de vin, selon ce que la situation exigeait. Elle était devenue la grand-mère que Dorothée méritait, celle qui se présentait sans condition. Et mon père, il était à 6 mois de thérapie. Il avait écrit 2 brouillons d'une lettre d'excuse, que tous 2, Éléonore avait examiné et rejeté comme insuffisants. Il n'avait pas encore rencontré Dorothée, mais il essayait. Pour la première fois de sa vie, il essayait vraiment. Je ne savais pas s'il réussirait. Je ne savais pas si les dégâts pouvaient jamais être complètement réparés. Certaines blessures laissent des cicatrices, et certains schémas sont trop profondément gravés pour changer. Mais je savais ceci. Je n'attendais plus son approbation. Je ne mesurais plus ma valeur par rapport à ces standards impossibles. Je n'étais plus la fille qui souriait à l'humiliation pour maintenir la paix. J'étais Hélène Beckett, directrice, mère,
fil de personnes qui m'aimaient et de personnes qui apprenaient à le faire. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné avec vous, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur l'établissement de limites avec des membres de la famille toxique, consultez la vidéo liée dans la description. Il s'agit d'une femme dont la mère a essayé de voler le jour de son mariage. Je pense que vous la trouverez tout aussi puissante.